Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles au programme de la Radio Futur Média. Il est midi, le grand journal. Les 15 membres du collectif Nyon Lank arrêtés samedi sont libres. Ils ont été libérés après 48 heures de garde à vue. Leur avocat dans ce midi, ils sont sortis du commissariat central il y a quelques instants. L'incident lors de la rencontre entre Macky Sall et la communauté sénégalaise à Londres, en Angleterre, le porte-parole adjoint de l'APR dédramatise. Abdou parle même de vitalité de la démocratie sénégalaise. Perturbation des enseignements dans certains instituts et universités. Au CESTI, 72 heures de débrayage du SAES à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Grève des étudiants pour dénoncer le non-respect des engagements du ministre de l'Enseignement supérieur sur l'orientation des nouveaux bacheliers. L'affaire de la dame décapitée à Saré Yero Diao. Cette affaire défraie la chronique dans toutes les localités environnantes. Certaines populations gagnées par la peur ont même suspendu leurs activités. L'actualité internationale, Anna Rocha, bonjour. Bonjour Georges Détier, bonjour à tous. À la une, les Luanda Leaks, Isabelle Dos Santos et son époux soupçonnés d'avoir largement profité de fonds publics angolais. Le couple contrôle pas moins de 450 sociétés. Il risque de très lourdes peines de prison en Angola. Sommet Royaume-Uni, Afrique sur l'investissement. Quels enjeux pour le continent alors que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne dans 10 jours? L'analyse d'Ablaye Cissé à suivre. Et puis les violents affrontements qui ont opposé hier à Beyrouth, police et manifestants anti-gouvernement ont fait 145 blessés. Rendez-vous vers midi 15 minutes Anna Rocha dans ce grand journal, la page des sports. Ce sera avec vous Malal Diagne Junior. Génération Foot en nom trouble. Le champion du Sénégal en titre traverse la pire période de son histoire en Ligue 1 sénégalaise. En 4 journées, l'équipe de Denis Biramda a enregistré 3 défaites et 1 match nul. Le chargé de la communication analyse la situation dans 12 heures. On parlera également d'athlétisme après la course sur 320 km et la victoire de l'ASFA devant les forces militaires gambiennes. Le président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme tire le bilan de la course Banjul-Dakar. À tout à l'heure, Malal, pour le développement de toutes ces actualités. Point de vue aujourd'hui sur les arrestations jugées abusives et les libertés individuelles. Le prétexte, la garde à vue de 15 membres du collectif Nyon Lank à la suite d'une campagne de sensibilisation auprès des populations. 15 membres du mouvement du collectif Nyon Lank qui viennent d'être libérés tout à l'heure d'ailleurs. À suivre aussi la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Abdoulaye Diop est à la partie technique de ce midi. Bienvenue à toutes et à tous. Et l'on parle des 15 membres du collectif Nyon Lank arrêtés samedi dernier à la suite d'une campagne de sensibilisation auprès des populations, campagne de sensibilisation sur la hausse du prix de l'électricité. Eh bien, ces 15 membres du collectif Nyon Lank ont été libérés il y a un instant. Ils ont été gardés à vue pendant 48 heures. Aliou Sané, membre du mouvement Yanamar, à sa sortie du commissariat central. Nous venons d'être libérés, nous sommes 15 membres de différents mouvements citoyens du collectif citoyen Nyon Lank. Nous venons d'être libérés après un kidnapping de 48 heures par la police nationale, par la police de notre pays. Notre seul tort, c'est d'avoir voulu aller à la rencontre de nos concitoyens pour discuter de cette baisse, cette décision de baisse injustifiée, de hausse injustifiée du prix de l'électricité. Et si vous voyez les images, ce n'était pas un rassemblement, ce n'était pas un attroupement, c'était plutôt du doxmbok. On s'est conformé, on s'est adapté à nos réalités socio-culturelles pour nous former en groupe de 2-3 maximum, aller dans les marchés, dans les artères pour discuter avec les citoyens sur cette hausse et en même temps pour leur signaler que la Sénélec est en train déjà de taper dans la poche du citoyen. Les factures sont déjà chères depuis le mois de décembre. Donc c'était ça le sens de notre initiative. Ce n'était pas une mobilisation, ce n'était pas de l'attroupement, mais c'était du doxmbok. Mais malheureusement, la police, et ça nous tenons à le signaler très très fort, parce qu'on se rend, en fait, on observe qu'il y a une nouvelle doctrine de notre police qui est en train de se développer. Une doctrine qui ne respecte pas les droits des citoyens. Aliou Sané au micro de Salimata Aou. Leur avocat maître Horeshiba dénonce une interpellation qu'il qualifie d'infondée et liberticide. Il demande plutôt le respect des droits des citoyens. Écoutons maître Horeshiba au téléphone avec El Hadj Ndjogoutien. La
s'est passé le 20 décembre avec le premier groupe des 38 jeunes qui avaient été interpellés. Quelques heures après, ils avaient été relâchés. Ça s'est passé par la suite avec le groupe des 9 qui avaient été interpellés le 31 décembre en face du camp pénal où ils étaient allés pour rendre visite à leurs amis détenus. Ils avaient été relâchés après le 2 janvier, donc après avoir passé le réveillon dans les conditions atroces du violon. Et ces jeunes qui viennent d'être arrêtés le 18 janvier, donc ont été relâchés alors qu'on s'attendait pas du tout de toute façon à leur interpellation. Puis ils ont encore été arrêtés sur les mêmes bases totalement illégales et anticonstitutionnelles. Ils ont refusé de signer les procès-verbaux. Ils ont même refusé de faire la moindre déclaration au cours de leur audition pour dire que si ils en sont arrivés à adopter cette stratégie de rupture devant les enquêteurs, cela prouve qu'ils en ont vraiment ras-le-bol de voir leurs droits totalement violés, notamment leurs droits et leurs libertés fondamentaux de réunion, de liberté d'association, d'aller et de venir, et voilà, leur liberté d'expression en général. Je pense que devant qui de droit, si les initiatives idoines sont menées, je pense que les enquêteurs, les policiers qui s'adonnent à ce genre de pratiques risquent de le payer amèrement. Ça ne peut pas continuer. Des voix se sont élevées pour dénoncer l'arrestation de ces 15 membres du collectif Nyon Lank, des voix même au sein de l'Alliance pour la République. C'est le cas de René-Pierre Yehoum, responsable de l'APR au Plateau. Le président du mouvement pour la défense de la République se prononce par ailleurs sur l'incident lors de la rencontre entre le chef de l'État et la communauté sénégalaise à Londres. Pour lui, c'était prévisible. Le droit à la diffusion de flyers est un droit reconnu constitutionnellement et ne saurait être un délit dans ce pays. Et ces pratiques-là, c'est des pratiques qui nous amènent à l'ère des Khmers rouges, à l'ère de Pol Pot, à l'ère de Staline. Et c'est inadmissible dans un pays comme le Sénégal. Et vraiment, c'est incompréhensible. Personne dans ce pays ne peut cautionner que des jeunes soient arrêtés sur la base parce qu'ils ont eu à donner des flyers. Macky Sall a été interrompu hier par une dame qui réclamait la libération de Guy Marius Sagna. C'était à Londres où vous avez mis en place l'APR. Est-ce que cette situation était prévisible? On dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Pour moi, c'était prévisible. La dame, je la connais très bien. Moi, je n'ai pas attendu l'arrivée du président Macky Sall pour être en Angleterre. J'étais à Londres bien avant l'arrivée du président. Mais aujourd'hui, on sent que dans ce parti, il y a des lobbies qui font tout pour mettre des gens comme moi et tant d'autres relégués au second plan pour ne pas être au premier plan. Moi, ce qui m'intéresse, c'était pas d'être reconnu. Il est immoral de parler de soi-même, mais dans des moments exceptionnels, je suis obligé de le dire. Si aujourd'hui on parle de la paix en Angleterre, je peux dire en grande partie, René-Pierre a été le bâtisseur. Mais ce qu'on rencontre dans ce parti, c'est que l'envie de bien faire le président de la République, le plus souvent, est tachée par des gens qui ont des agendas cachés, qui vont là-bas uniquement pour s'appeler les fondements. Aujourd'hui, on est en train de tuer tous les mécanismes qui nous ont portés au pouvoir au niveau de la diaspora. C'est pas seulement Londres, mais attendez, le président aujourd'hui a une obligation morale de revoir la copie de son parti, de revoir la diaspora. C'est pas normal. Le porte-parole adjoint de l'APR dédramatise cet incident de Londres. Une dame qui s'est levée pour huer le président Macky Sall et exiger la libération de Guy Marius Sagna. C'était lors d'une rencontre entre le chef de l'État et les Sénégalais établis en Angleterre. Pour Abdou Mbow, cet incident prouve la vitalité de la démocratie sénégalaise. Je suis même surpris de la tournure que a pris cette affaire. Pourquoi? Parce qu'il faut rappeler que nous ne sommes pas dans un pays où il y a une pensée unique. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'ouverture du président de la République Macky Sall montre que partout où il va, il rencontre tous les Sénégalais de quelque bord ils soient. Cela montre déjà qu'il n'est pas là-bas pour rencontrer des militants de la coalition Benno Bokk Yakaar ou les militants de l'Alliance pour la République. Une salle archi-comble, si une personne se lève pour donner son opinion, mais je ne vois pas où est le mal. Je ne le vois pas, très sincèrement. Donc vraiment, moi, je ne vois pas où se trouve le mal. Cela montre que nous sommes dans un pays de droit, comme je l'ai dit, une démocratie. Et comme vous l'avez dit, une dame, ça veut dire énormément de choses. Parce que c'est une personne dans une salle archi-comble. Il faudrait vraiment magnifier cet acte.
Et c'est dans ce contexte que les membres du comité de pilotage du dialogue national se retrouvent cet après-midi au building administratif président Mamadou Dia. Une réunion à huis clos à partir de 15h. Il sera question de la mise en place du bureau du comité de pilotage et de la constitution des différentes commissions thématiques. Jeudi dernier, les membres ont adopté le règlement intérieur du comité de pilotage du dialogue national. Il est midi 11 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Mouvement d'humeur à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Les étudiants s'invitent à la danse. Comme leurs enseignants, ils dénoncent le non-respect par le ministre de l'Enseignement supérieur des engagements relatifs à la mesure d'orientation des nouveaux bacheliers plus nombreux que d'habitude. Les raisons d'un mouvement d'humeur entamé ce matin avec notre correspondant à Ziguinchor, Lamine Ba. Finalement, les étudiants de l'université Hassan Sek de Ziguinchor ont décidé de se mêler au vent de contestation qui souffle dans l'institution depuis quelques semaines. Ils ont entamé ce matin un mouvement d'humeur pour exiger du ministre de l'Enseignement supérieur le respect de ses engagements vis-à-vis de l'institution suite à sa décision d'y orienter plus de 3000 nouveaux bacheliers. Papa Ibrahim Diouf est le porte-parole de l'intersyndicale des étudiants. Vous avez sans doute suivi la déclaration qu'a fait le ministre la dernière fois dans les télévisions. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est vrai? Nous réclamons le démarrage immédiat de nos sentiers qui sont là depuis 2015. Nous réclamons un démarrage immédiat et l'effectivité des promesses qu'ils ont tenues, à savoir les 10 chapiteaux, les abris provisoires ainsi que le restaurant 2. Nous réclamons que ça. Il y a un manque de professeurs qui s'opère. Vous allez dans certains départements, vous allez vous retrouver avec 3 professeurs. 3 professeurs pour plus de 1000 et quelques étudiants. On prend l'exemple du département droit. Ils sont 914 déjà inscrits. Ils considèrent que l'arrêt des cours constitue la première étape de leur plan d'action. La lutte sera plus mouvementée dans les prochains jours, promet-il si Cheikh Omar Anne ne réagit pas dans les meilleurs délais. Ça, c'est juste un premier plan d'action. La suite va les surprendre. Car cette année-ci, nous irons jusqu'au bout. Au même moment, la section SAES de l'université est aussi en assemblée générale pour définir la suite à donner à son mot d'ordre de grève enclenché depuis plus d'une semaine. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, 72 heures de débrayage au CESTI. Un mot d'ordre de la section SAES, c'est pour dénoncer le silence observé par les autorités sur l'affaire dite des attestations délivrées de façon illégale à 52 journalistes béninois. Là-dessus, le chargé de revendication, Saïd Gueye, au micro de Oumou Kalsoumli. Cette décision a été arrêtée par l'Assemblée générale de la section SAES-CESTI qui s'est tenue le vendredi 17 janvier. Et c'est par rapport au silence observé par les autorités rectorales concernant l'affaire des attestations qui ont été délivrées de façon illégale à 52 journalistes béninois. Et là, on remarque qu'il y a une violation du décret numéro 217-106 du 12 juin 2010 qui porte sur l'organisation et le fonctionnement du CESTI. Autrement dit, des attestations ont été délivrées à des journalistes béninois sans le comité pédagogique. Et c'est seulement ce comité pédagogique qui est apte à donner les conditions pour la validation des acquis ou bien pour délivrer des attestations. On fera le bilan et on va dérouler encore d'autres plans d'action par rapport à cette affaire-là. Nous, ce qui nous concerne, c'est tout simplement la transparence et le respect scrupuleux des textes dans la culture organisationnelle du CESTI. C'est ce qu'on demande. Dans le monde syndical, toujours avec la hausse des salaires dans le secteur du privé à partir de la fin du mois de janvier, la Sonatel exclut selon le ministre du Travail. Le syndicat des travailleurs de la Sonatel s'y oppose et compte mobiliser ses troupes. Les explications de Babacar Sarr, il est le secrétaire général des travailleurs de Sonatel. Il est au téléphone avec Daouda Diouf. À notre grande surprise, on a constaté que cet arrêté faisait une exclusion donc de certaines entreprises dont la Sonatel aujourd'hui. Donc parce qu'ils disent que les entreprises qui font plus, qui ont des avantages plus favorables par rapport au prix salarial du secteur n'en font pas partie. Bon, nous rappelons que Sonatel, jusqu'à ce jour, donc le secteur des télécoms n'a pas de convention de branche ni de grille salariale de branche. Donc Sonatel et les autres entreprises qui sont dans ce secteur mettre leur grille salariale ou bien mettre en place un accord d'entreprise par rapport à leur performance et par rapport donc à leurs bénéfices, donc par rapport à leur performance dans le secteur des télécoms. Donc nous, Sonatel, nous pensons que nous sommes même défavorisés par rapport donc à notre grille salariale. Prends en compte que nous
faisons donc un bénéfice net ou bien un résultat net de plus de 200 milliards par an. Donc aujourd'hui, nous considérons que cette décision ou bien cet arrêté du ministre ne peut pas nous exclure donc du périmètre des augmentations de salaire. On va se mobiliser parce que il y a une jurisprudence, donc 2009, il y avait une augmentation similaire donc du secteur privé et nous, il y avait 5-8%, nous on avait harmonisé à un taux de 8%. Donc aujourd'hui, nous considérons que c'est un acquis et un acquis social, l'arrêté d'un ministre ne peut pas quand même remettre en cause cet acquis social. À midi 16 minutes, les policiers radiés vont commencer à être indemnisés à partir de la fin de ce mois de janvier, selon le président de l'Union nationale des policiers à la retraite. Cheikh Tidiane Kane considère cette mesure comme la réparation d'une injustice. Il était l'invité de RFM Matin. Macky Sall n'était pas obligé juridiquement ni moralement, parce que ce n'est pas lui qui a radié la police, mais il a pris sur l'acte d'indemniser, sous forme que ça se présente, en tout cas, il a réparé moralement un préjudice vraiment qui dure depuis des années. Alors donc c'est pour ça qu'il faut le féliciter. Et quand est-ce que le paiement de ces indemnisations va démarrer? Sur 1423 cas, il y a déjà 500 qui sont donc budgétairement en train d'être traités. Il semble que le schéma est donc de procéder par tranche parce qu'il y a des retardataires, des gens qui ne mettent pas sur leur dossier. Donc on espère que sous un temps assez court, d'ici peut-être le mois d'avril ou le mois de mai peut-être, je crois que tout l'effectif sera apuré en termes donc de bénéficier de ces indemnités. Déjà fin de ce mois, on espère que la tranche de 500 et quelques est en train d'être traitée par les services financiers et dont la dette viagère. Et quel est le montant à percevoir pour les bénéficiaires? Vous savez, moi en tout cas, il y a des gens chez nous qui ont beaucoup suivi ce dossier, en l'occurrence le brigadier Samba Fall qui est conseiller au collectif local, il est là-bas comme conseiller, nommé, avec un autre brigadier, Silla, des gens qui se débrouillent et qui donc sont les relais entre nous et le service des finances pour donc participer au traitement du dossier. Mais vous dire le chiffre exact, je ne l'ai pas en tête, mais en tout cas je sais que c'est une mesure qui est venu vraiment qui est venu vraiment soulager les policiers et ce n'est que justice. Près de 1500 policiers avaient été radiés en avril 1987 à la suite d'une grève pour protester contre une décision de justice qui condamnait 6 de leurs collègues à des peines d'emprisonnement fermes. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. À Hambourg, le commissariat central a procédé à une saisie d'1 tonne et 150 kg de chanvre indien cette nuit. Le trafiquant a été identifié après une perquisition effectuée à son domicile. 12 sacs de 100 kg de chanvre indien ont été découverts. La saisie a été faite entre la plage de Tripano et Grand-Bourg 1. Ces acolytes qui ont pris la fuite sont recherchés. La législation de la consommation privée de cannabis en question au Sénégal débat autour de cette possibilité. Si dans le monde, des pays comme le Canada, les Pays-Bas, la Belgique ont légalisé, l'Afrique reste majoritairement pour la prohibition. Mohamed Ali Mouba. Ces 5 dernières années ont vu une vague d'assouplissement de la législation en Belgique, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas, au Canada, aux États-Unis, entre autres. Pendant ce temps, l'Afrique reste dans sa majorité contre, sauf l'Afrique du Sud qui a légalisé la consommation de cette drogue en 2018. Même si d'autres pays comme le Zimbabwe, le Nigeria ou encore le Ghana tolèrent et font le plaidoyer. D'une manière générale, les motivations sous-tendant la légalisation sont l'augmentation des revenus provenant des taxes, la diminution des coûts liés aux arrestations et aux détentions liées au trafic, la diminution ou l'arrêt du marché noir et de la criminalité. Pour les pays africains qui manquent de ressources pour financer leurs projets de développement, le cannabis se présente désormais comme une opportunité tant pour les travailleurs agricoles que pour les caisses publiques. Un potentiel agricole immense en cas de légalisation. Les principaux producteurs africains, on les connaît, c'est le Nigeria, le Ghana, l'Eswatini, le Mozambique, le Zimbabwe, le Malawi, l'Afrique du Sud ou encore le Lesotho. Selon une estimation de cabinets spécialisés, le marché
marché américain du cannabis légal devrait générer 40 milliards de dollars et plus de 400 000 emplois d'ici à 2021. Cela correspond à des recettes fiscales de 4 milliards de dollars. Au Canada voisin, la région d'Ottawa s'attend à des recettes fiscales de 186 millions de dollars à la fin de cette année dans le secteur. Les pays ayant légalisé la chaîne de valeur de cannabis ont gonflé leurs recettes publiques ces dernières années. Pour certains analystes, l'Afrique, qui a un potentiel plus important que ces pays dans ce domaine, devrait songer à changer de paradigme. À midi 20 minutes, l'affaire de la dame décapitée à Sareyero Diao, surtout dans la région de Kolda. Cette affaire occupe les débats dans la zone. Les habitants du village, gagnés par la peur, ont suspendu leurs activités. Abdoulaye Diallo. Les habitants de Sareyero Diao surtout étaient inquiets au premier jour de la disparition de la dame Yoba Baldé. Mais depuis que les circonstances du décès de la victime ont été annoncées, tous les habitants de Sareyero Diao et environnants ont versé dans l'horreur, l'émoi et la consternation. Angoissés, les gens du village ont suspendu toute activité. La nuit, ils ne dorment pas à point fermé à cause de la peur. La maison mortuaire reçoit du monde. Des gens viennent de partout pour présenter leurs condoléances. L'enquête de la gendarmerie suit son cours. L'époux de la victime, son oncle et sa maman sont à Kolda pour les besoins de cette enquête. L'affaire défraie la chronique au Fouladou. Ce cas est le deuxième du genre qui a eu lieu dans cette contrée durant ces dernières années. Là où le corps de la dame a été retrouvé, c'est dans cette même brousse qu'avait disparu il y a de cela un peu plus d'un an un notable de la localité. Ce dernier n'est plus revenu à son domicile depuis que des inconnus l'avaient interpellé sur ces lieux. Sareyero Diao surtout est une contrée supposée abriter des brigands. Selon une source bien renseignée, ces malfrats ont élu domicile au milieu de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. D'où la nécessité d'une vaste opération de ratissage dans la zone. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Anna Rocha. Bonjour Georges Détié-Diop. Le Mali d'abord pour parler de la réunion de relance du comité de suivi de l'accord d'Alger. Elle s'est achevée dimanche à Bamako. Selon RFI, le retour de l'armée malienne reconstituée à Kidal a été au centre des débats. Ce contingent doit être composé des forces armées maliennes et des ex-combattants des groupes armés. Le représentant spécial de l'ONU au Mali déclare, je cite, pour la première fois, une vraie discussion a eu lieu pour voir comment ce redéploiement pouvait se faire. Fin de citation. Mahamat Saleh espère par ailleurs que le bataillon en question puisse se déployer à Kidal le plus rapidement possible. En Angola, la dernière enquête du consortium international des journalistes d'investigation accable Isabel dos Santos. On la surnomme la princesse de Luanda, fille de l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos. Elle est soupçonnée d'avoir détourné plus d'1 milliard de dollars des comptes d'entreprises publiques angolaises pour nourrir ses propres affaires. Son mari Sindika Dokolo est aussi cité dans l'affaire dite Luanda Leaks. À eux deux, ils contrôlent intégralement ou en partie 450 sociétés selon cette dernière enquête du consortium des journalistes d'investigation. Pour la plupart, il s'agit de sociétés offshore enregistrées dans des paradis fiscaux et donc attachées au secret. La justice angolaise accuse le clan dos Santos de détournement massif de fonds publics, mais aussi d'avoir trompé des entreprises d'État. Si Isabel dos Santos, la femme d'affaires la plus riche d'Afrique, était déjà dans le radar de la justice de nombreux pays, l'enquête Luanda Leaks l'accable en révélant des détails inédits sur les montages financiers. Elle aurait mis en place un véritable schéma d'accaparement des richesses publiques avec 400 sociétés identifiées dans 41 pays. Par ailleurs, c'est la première fois que son époux se retrouve mis en cause pour s'être allié à des compagnies d'État angolaises aux ordres de son beau-père, cela dans le but de bénéficier de fonds publics et privés réintroduits par la suite dans des circuits financiers offshore. En fait, depuis 2015, les sociétés gérées uniquement par le couple font l'objet de contrôles fréquents de la part des autorités néerlandaises, notamment pour de risques de très lourdes peines de prison en Angola. On va au Liban, Georges. De violents affrontements ont opposé hier la police et des manifestants dans la capitale Beyrouth. Bilan 145 blessés pour la seule journée de dimanche après 2 jours de mobilisation. RFI fait état de 500 blessés en tout. Les dirigeants libanais peinent à
former un nouveau gouvernement censé mener à des réformes limitées pour limiter la crise économique et sociale. Le sommet Afrique-Royaume-Uni s'ouvre aujourd'hui à Londres. Premier du genre sur initiative du gouvernement britannique, plusieurs chefs d'État et de gouvernement du continent ont fait le déplacement, dont le président sénégalais Macky Sall. Quels sont les enjeux de cette rencontre pour l'Afrique dans un contexte de Brexit? C'est à la fin de ce mois de janvier que le Royaume-Uni devrait officiellement quitter l'Union européenne. Ablaye Cissé. Et la boucle est bouclée. Des 5 membres permanents avec droit de veto du Conseil de sécurité des Nations Unies, seul le Royaume-Uni n'avait pas jusqu'ici son sommet avec l'Afrique. Barack Obama avait en 2014 rattrapé le retard de l'Amérique sur Paris qui réunit son sommet France-Afrique depuis 1973 et sur Pékin qui a tenu avec fracas son premier sommet Sino-Afrique en 2001. Le jeu à 3 s'est élargi depuis l'année dernière que Vladimir Poutine a déroulé la roulette russe à l'Afrique à Sochi en octobre 2019. Il faut y ajouter d'autres puissances qui tiennent tous à leur part d'Afrique. Le Japon a inventé son TICAD, acronyme de la Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Dans l'agenda, il faut aussi faire de la place à Erdogan pour le sommet Istanbul-Afrique, prendre date pour le Compact with Africa de Berlin qui, pour sa part, réduit son sommet avec une douzaine de pays présentant des garanties de stabilité plutôt que d'inviter tous les pays du continent. Et on n'en a pas fini car il y a le G20 Afrique, l'Union européenne réunit aussi l'Afrique. Toutefois, le sommet Royaume-Uni-Afrique ne déroge pas à la règle de voir les Africains s'offrir aux partenaires sans stratégie commune. À Londres, chacun vantera les opportunités d'investissement sur son territoire pour attirer Londres qui est à la recherche d'un nouveau partenariat. Puisque c'est acté, la Grande-Bretagne tourne le dos à l'Union européenne. Le Sénégal a des atouts à faire valoir puisque le major britannique du pétrole, BP, participe à mettre les petits plats dans les grands pour indiquer la direction de Dakar à Mr. Johnson du 10 Downing Street. Finalement, alors que ces sommets auraient pu servir à faire avancer de grands projets continentaux tels le financement de routes transsahariennes, des liaisons ferroviaires continentales, de la Grande Muraille Verte, les dirigeants africains repartent satisfaits des annonces d'annulation d'une partie de la dette, du doublement voire du triplement des échanges commerciaux dont on ne sait plus à qui ils profitent réellement. Et voilà, Georges, c'est avec cette analyse d'Abdoulaye Cissé que je mets un terme à cette page internationale. Il sera question des arrestations jugées abusives et des libertés individuelles. Le prétexte, la garde à vue de 15 membres du collectif Nyolank à la suite d'une campagne de sensibilisation auprès des populations. 15 membres du collectif Nyolank qui ont été libérés tout à l'heure. Bonjour Malal. Bonjour Georges. Football pour démarrer cette page des sports. Génération Foot ne gagne plus en championnat. 4 journées sans victoire, 4 journées et un seul petit point de pluie. Pire encore, l'équipe de Génération Foot championne du Sénégal a concédé 3 défaites d'affilée sur sa pelouse à Déni Biramdao, du jamais vu. Raison pour laquelle RFM s'est posé des questions ce matin. Mais qu'arrive-t-il à l'équipe de Génération Foot? Question posée à Talfal, le monsieur communication de GF, qui a répondu ceci. On est vraiment dans le creux parce qu'on ne peut pas se voiler la face sans dire aujourd'hui que Génération Foot traverse des moments difficiles. Bon, maintenant, il faut analyser plutôt les choses de manière froide en se disant qu'est-ce qui se passe, quelles sont les raisons, pourquoi on n'arrive pas à gagner à domicile. C'est surtout que c'était ça notre force. On pouvait ne pas gagner, mais on ne perdait pas à domicile. Donc, on a un nouvel entraîneur. Est-ce que les garçons, aujourd'hui, ont bien digéré l'échec des Coupes africaines? Et est-ce qu'on a su vraiment combler le départ de certains joueurs? Il faudra s'asseoir et essayer vraiment de trouver des solutions et prendre des décisions. Donc aujourd'hui, c'est ça, aujourd'hui Génération Foot. Donc maintenant à nous de prendre les bonnes décisions, de s'asseoir, de discuter, de voir quels sont nos vrais problèmes aujourd'hui. Et à partir de ce moment, je pense qu'on pourra trouver des solutions parce qu'on a quand même des gens assez chevronnés aujourd'hui à Génération Foot qui sont là et quand même assez responsables. Cette année, on a du mal à bien démarrer et je pense quand même qu'il faudra au moins trouver une solution, mais rapidement aussi. Rapidement, puisque après 6 journées de championnat, Génération Foot, championne du Sénégal en titre, est 10e au classement. L'athlétisme à présent,
Banjul Dakar après la course, place au bilan. Place au bilan après 320 km de course entre différentes équipes pour cette course internationale de la capitale gambienne jusqu'à la capitale sénégalaise. Une course techniquement organisée par les officiels de la Fédération sénégalaise d'athlétisme et remportée par l'équipe de l'association sportive des forces armées sénégalaises devant celle gambienne. Sarah Wali, président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, tire le bilan de l'organisation. Sur le plan technique, l'organisation a été parfaite, mais ce que je viens de décrire, c'est la mobilisation populaire. L'événement n'a pas été vulgarisé comme il se devait, quoi. C'est dû à un problème de coordination entre les deux pays. Qui gère cette coordination-là? C'est du côté sénégalais ou du côté gambien? Ou alors il y a un comité qui est mis en place pour gérer cela? Bon, il y a une structure qui se nomme Gourgourlou qui a été le trait d'union entre les deux fédérations. C'est cette structure-là qui a joué le rôle de transmission entre les deux fédérations. Le message n'a pas passé comme il se devait. Nous-mêmes, on ne croyait même pas que l'organisation allait se tenir aujourd'hui. Certains pensent qu'il faut intégrer les autres pays. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une formule à ne pas écarter. Bon, dans mon discours, j'ai convié les deux fédérations à s'asseoir autour d'une table pour se pencher vraiment sur l'édition à venir. Peut-être au cours de cette réunion, on va essayer de mûrir cette idée. Et c'est l'imam de l'équipe du soir, Abdou Diouf Junior, qui a recueilli ses propos, Georges. Merci Malal, et revenez quand vous voulez.